déjà des femmes qui sont leaders, mais qui n'ont pas assez de capacitation, si vous voulez, pour renforcer ce leadership. Et ça continue, on continue à avoir des hommes qui dirigent les camps et qui ne distribuent l'aide humanitaire d'une façon égalitaire. Alors, c'est très important que les femmes soient aussi dans des pouvoirs de décision pour recevoir l'aide humanitaire. Alors, renforcer les capacités, faire de capacitations et les aider à se mettre dans la place qui correspond, non? Parce que les femmes sont 50% de la population, 51% dans le cas de l'Haïti. Le deuxième, c'est de qu'elles puissent toucher l'aide humanitaire directement. Alors, il y aura des paquets d'aide humanitaire, des paquets aussi de renforcement des capacités pour qu'ils puissent avoir une autonomisation, une automatisation économique. Nous, on croit à une femme. Dès que la femme est autonome économiquement, elle peut lutter elle-même contre la violence aussi. Et après, c'est le renforcement des capacités locales, parce qu'on sera dans 6 régions du pays. Alors, il y a pas mal de personnes qui sont parties de Port-au-Prince pour aller dans les régions, mais le problème, c'est qu'à la région, la capacité locale, c'est très faible. Alors qu'on va travailler avec les municipalités et les organisations locales pour qu'elles puissent recevoir les femmes qui ont été victimes de violences, les femmes qui sont vulnérables parce qu'ils ont perdu tout. Aujourd'hui, une femme dans les camps qu'on a visités nous disait « Moi, je me sens comme une petite fille parce que j'ai perdu tout ce que j'avais dans toute ma vie. Alors maintenant, on recommence, non ?» Alors, ces femmes qui sont en train de recommencer sa vie parce que toute sa maison, ses affaires ont été prises par les gangs et ses petits business, parce qu'elle avait des business qu'ils ont perdus aussi, de recommencer dans des autres endroits. Alors, c'est ça, pour cela, on a priorisé de travailler dehors pour France aussi. C'est des jeunes filles, comme celles qu'on a vues aujourd'hui au lycée Antenon-Firmin, qui étaient à l'école quand elles ont été obligées de se déplacer. Elles étaient à l'école, mais ça vient de faire des années, 2 ans et plus, qu'elles n'ont pas été à l'école. Dans l'entretemps, elles ont fait des enfants. Donc, l'école formelle ne peut plus les recevoir et ne peuvent même plus avoir des ressources ou les frais scolaires et savoir qui elles vont laisser les enfants. Donc, ces jeunes filles, on va leur accorder ce que nous appelons une deuxième chance d'éducation. Donc, ça ne sera pas l'école formelle pour aller apprendre à lire et écrire et le français, les mathématiques et autres. C'est un métier. Parce que c'est une deuxième chance. Et elles n'ont pas abandonné l'école parce qu'elles voulaient abandonner l'école. Elles ont été contraintes à abandonner l'école. Quelle est la deuxième chance qu'on peut leur donner pour que quand même elles puissent s'autosuffire et être indépendante? Et donc, c'est ainsi qu'on a pensé au métier. On a 6 types de métiers auxquels on a pensé, mais le Japon est très flexible parce qu'on en a discuté. On a pensé à 6 métiers et qui ne sont pas nécessairement des métiers féminins. Parce que tout le temps, on a pensé au salon de coiffure, on a pensé à la couture, comme si c'était des métiers féminins, alors que bientôt, on va commencer la reconstruction peut-être en Haïti. Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas devenir des maçons pour aller dans la construction? Donc, une deuxième chance qu'on veut donner aux femmes, c'est pas une chance qu'on va leur donner pour qu'elles se retrouvent encore dans la rue avec un métier mais sans job. Donc, c'est ainsi qu'on a pensé à ça. Et maintenant, non seulement on va les former dans le cadre de ce projet, mais si elles sont formées pour être des plombiers, par exemple, on va leur donner les gants, on va leur donner le premier matériel dont elles ont besoin pour aller appliquer ce métier. Si elles sont des maçons, peut-être des truelles, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, mais en tout cas, le matériel dont tu as besoin pour aller demander le travail. Et on va te dire, OK, c'est vrai,
Toi, tu as déjà ton matériel, donc on te donne la priorité, au lieu de quelqu'un qui va aller demander le travail, alors qu'il demande même les outils à utiliser. Donc je pense que c'est ça qui va permettre vraiment à ce projet d'être innovant dans la mesure où il va pouvoir fournir le nécessaire à ces femmes, à ces jeunes femmes, surtout dans le cadre de cet appui qu'on veut donner aux jeunes qui sont abandonnés comme deuxième chance. Les 6 régions, vous avez, j'espère que je vais me rappeler en tête, vous avez l'Ouest, vous avez l'Artibonite, le Nord, ça fait déjà 3, et 3 régions, 3 départements du Grand Sud. Comme le Grand Sud est fait par 4 départements, on va prioriser 3 sur les 4 en priorisant les départements qui ont accueilli beaucoup de déplacés venant de Port-au-Prince. Comme vous le savez, les déplacements de Port-au-Prince, la plupart, c'est dirigé peut-être à Grande-Anse, je pense, et le Sud. Donc, entre NIP et Sud-Est, on ne sait pas encore là où il y a beaucoup de déplacés. Donc, entre NIP et Sud-Est, on va suivre la DGPC pour savoir là où on a le nombre élevé de déplacés, c'est là où on va travailler. Bon, par rapport à la date, ça va dépendre du processus qui est suivi par le gouvernement du Japon. Parce que dès que, maintenant c'est la première étape, c'est la signature, mais maintenant l'ambassade va soumettre ses signatures à son siège, et dès que les financements sont là, on va commencer à faire le travail. Mais déjà, ce que nous faisons ici, comme une fois qu'on signe, comme c'est le cas maintenant, on va commencer à se mettre à l'œuvre. Donc, on ne va pas attendre que l'argent arrive dans notre compte pour commencer à identifier, commencer à recruter le personnel qui va travailler sur le projet. On sait que le Japon, s'il a signé, il ne va pas se retirer du partenariat. Donc, on commence maintenant pour que le jour où l'argent arrive, on soit en mesure d'aller directement sur